Chers auditeurs, bonsoir. Je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle émission Le micro du soir. Aujourd'hui, après Louise Barthes la semaine dernière, nous recevons de nouveau une Française qui est établie à Bucarest et dont le parcours est également très éclectique. Nous allons le voir dans le courant de cet entretien. Anouk Rago, ingénieure diplômée de l'École nationale supérieure des arts et métiers, a d'abord fait carrière dans plusieurs multinationales. Et elle est aussi artiste et désormais chef d'entreprise. Anouk Rago, bonsoir. Bonsoir Laurent. Merci d'être avec nous ce soir. Alors, première question qui s'impose, votre arrivée en Roumanie, comment ça s'est passé et quand? Oui, ça remonte, ça va faire 6 ans qu'on est ici. On remonte un petit peu le temps. On avait ce souhait en fait avec mon mari de vivre à l'étranger. On était convaincus que c'était un bon moyen de se challenger et de grandir. Donc on s'était tous les deux mis dans des entreprises qui pourraient nous offrir des opportunités à l'étranger. Et notre motto c'était le premier qui a une offre, l'autre suit. Donc il a eu une offre de venir à Bucarest. On est arrivé, on avait fait un voyage de reconnaissance ici. Il y a beaucoup de clichés sur la Roumanie, je crois, Ça, quand c'était on est quand? en France. C'était en décembre 2015. On est arrivé et j'ai un souvenir d'être sur Piazza Universitat lors du marché de Noël et de me retrouver dans un autre monde en fait, avec les enfants qui courent. Il y a une super ambiance, les gens sont sympas. Et là, à ce moment-là, on s'est dit, OK, on se projette, on arrête tout ce qu'on faisait avant et on redémarre à zéro. Donc ça, c'était en décembre et on a déménagé en mars. Donc ça a été très rapide. On n'a pas fait de fête de départ et nous voilà arrivés ici. Donc en mars 2016. 2016. Et donc vous l'avez suivi, c'est Oui. ça? Et après, vous avez également trouvé un travail vous-même à Bucarest. Oui, c'est ça. On est arrivé. Donc à cette époque-là, moi, je travaillais dans une multinationale. On avait 2 jeunes enfants et un rythme très parisien, métro, boulot, dodo, voyage. On avait peu de temps en fait pour la famille. Donc quand on est parti en Roumanie, ça a été l'opportunité de se dire, bah, on réécrit un petit peu notre histoire. Lui se concentre sur son challenge d'entreprise. Et moi, je vais faire un peu la pause. Mes enfants avaient à l'époque 3 ans et 9 mois. Et je les avais pas beaucoup vus. Donc, du coup, je me dis, allez, je vais être avec eux. Là, j'ai eu de la chance d'avoir une voisine qui m'a appris à découvrir que ça pouvait être super d'être une maman, de passer du temps avec ses enfants. Et donc, j'ai profité pleinement de ça. Au bout de 6 mois, je suis quand même allée voir mon mari et je lui ai dit, bon, j'adore ce qu'on fait, j'adore la Roumanie. Mais là, concrètement, il manque quand même quelque chose. Il y a 6 mois, j'étais super businesswoman, je voyageais tout le temps, j'avais une équipe. Je dis là, la famille, c'est trop bien, mais il me manque une petite dimension active, un projet, un challenge. Et lui était, comme tous les expats, vraiment sous l'eau. C'est des carrières souvent assez accélérées. On arrive avec une mission, on a des avantages, mais du coup, on a aussi en contrepartie beaucoup de travail. Donc, incapable de se libérer du temps à la maison. Et donc, j'en arrive à la conclusion que je voudrais retrouver quelque chose, mais un peu flexible. Et c'est là où je me dis, bah, il y a un domaine que je voudrais explorer, c'est la peinture, qui a été une passion qui a toujours été là dans ma vie. J'ai toujours peint, j'ai fait des cours, que ce soit aux Beaux-Arts, que ce soit à Londres, au Royal College of Art. J'avais eu beaucoup d'aventures avec la peinture, mais c'était toujours resté que sur le domaine du hobby. Et là, je me dis, Vous bah, aviez jamais exposé jusqu'alors? non, non, non. Et je me dis, tiens, c'est l'opportunité d'explorer cela et de voir où ça me mène. Donc du coup, je commence à peindre. Et là, je me dis, bon, on va pas en parler à personne. C'est aussi ce qui est génial quand on est à l'étranger, c'est qu'on peut un peu avoir son petit jardin qu'on cultive et comme un trésor. Quel genre de peinture? Alors j'ai fait... comment définir? C'est très difficile de définir sa propre peinture. J'ai peint beaucoup de femmes. Figuratif. Oui, oui, oui. J'ai peint beaucoup de femmes, beaucoup de personnalités humaines. Mon idée, c'était de peindre des sentiments, en fait, de peindre une partie de moi sur la toile et d'exprimer peut-être ce que j'arrivais pas à exprimer autrement. En fait, j'avais eu un gros changement de vie et c'était la peinture un exutoire aussi à ce moment-là. J'ai toujours l'envie de transmettre
Donc ma peinture, je me dis, bah tiens, qu'est-ce que moi j'aimerais voir en peinture? Qu'est-ce qui me toucherait? Et donc c'est ça que je peignais. Mhm. Et donc je me lance, je commence à peindre, je m'équipe et puis j'en fais, c'était toute ma journée en fait. Comme j'ai avant cette expérience très business avec des KPI, des objectifs en termes on m'a toujours dit dans les 4 premiers mois d'un travail, il faut déjà avoir des quick wins, Donc vous avez des choses. appliqué un petit peu ce J'ai genre appliqué de ça. mentalité à... Et je me suis dit, ok, je me lance dans la peinture, mais on était en septembre. Je me dis, au printemps l'année prochaine, ma famille vient me voir. Il y avait un événement, ils venaient pour la première fois en Roumanie. J'adorerais, je vise de faire une exposition à ce moment-là. C'était un peu culotté, mais je me dis, allez, c'est un objectif dont j'ai besoin. Et comme je voulais pas avoir de pression et que j'avais cette possibilité, je me dis, j'en parle à personne. Donc personne ne savait que je m'étais remise à la peinture. Donc j'explore, je peins, je produis et en février, je me dis concrètement là, le printemps va arriver, il va falloir maintenant trouver ce lieu d'exposition. Mhm. Donc je commence à aller faire un tour des galeries à Bucarest et en fait, je suis personne, donc j'arrive avec mon petit book, mes peintures, mon histoire, mais je n'ai pas de nom. Mais vous sentiez qu'il y avait peut-être une disponibilité autre qu'à Paris, je suppose, pour trouver Oui. ne serait-ce qu'une petite galerie qui puisse vous exposer. Oui, je pense que j'arrivais avec une histoire où les gens étaient surpris en fait. Et donc ils écoutaient, ils disaient qu'est-ce que c'est cette Française qui débarque, qui s'est mise à peindre là, et qui a ce souhait, ce désir de montrer quelque chose et de partager. C'est vrai qu'à Paris, on se met plus de barrières en fait, je pense. J'aurais peut-être pas osé y aller. Je me serais dit, il y a rien d'exceptionnel dans ce que je fais. Et alors qu'ici, et puis la Roumanie, c'est vraiment une terre propice à se dire que tout est possible. Les gens sont vraiment tournés vers l'avenir, ils essayent, et puis s'ils se trompent, c'est pas grave, ils essaieront autre chose. Là où en France, quand on essaye quelque chose, on dit qu'il faut réussir. Donc je pense qu'ici, j'y suis allée, voilà, un peu la bouche en cœur, en me disant, qui ne tente rien n'a rien, voyons bien. Bon, je fais quelques galeries, et ça, c'était la belle histoire. En fait, je fais les galeries, et personne veut m'exposer. Le classique. Donc, et là, en fait, c'est une belle histoire humaine, puisque quelqu'un vient à la maison un mois avant la deadline que je m'étais fixée. Je lui raconte mon histoire et elle regarde mes toiles et elle me dit ah, c'est peut-être pas mon style, mais je trouve que l'amour ou le cœur que tu y as mis est incroyable. Et elle me dit tiens, je te connecte avec quelqu'un. Et en fait, qui me connecte avec quelqu'un d'autre et je rencontre une artiste roumaine qui elle est très renommée et qui s'appelle Carmen Marin. Je vais chez elle et elle aime mon histoire et elle me dit écoute, tu vas réussir, tu vas y arriver. Et elle me connecte à une galerie. Ça, c'était quand? Et ça, on était en mars 2017. Mhm. Et elle me connecte à une petite galerie, Elite Prof Art, près de Cotroceni. Mhm. Et j'arrive, là tout va très vite. Je rencontre le couple qui tient la galerie. Et ils aiment bien. Ils me disent bah écoute, tu veux exposer quand? Bah tiens, j'aimerais bien là dans 15 jours en fait, ce serait super, ce serait le rêve de ma vie. Ouais. Et ils me disent bah super, allons-y. Donc du coup, c'est ainsi que voilà, en fait, et je me retrouve à appeler ma famille en disant tiens en fait quand vous venez, je vous annonce que vous allez aussi venir à mon vernissage. Et là ils me disent mais comment ça un vernissage? En fait, vous voyez la dernière période de ma vie, je l'ai consacrée à la peinture, mais c'était mon expérience personnelle, donc je l'avais gardée pour moi, mon jardin intime. Mais là aujourd'hui, je suis prête. Venez le découvrir. Et donc c'était la première. D'accord. Et tout s'est bien passé, le vernissage, c'était exactement comme vous l'aviez prévu aussi. C'était un super moment, c'était rêvé. Beaucoup de gens sont venus me soutenir, un moment très humain. C'était une première exposition qui était extrêmement vive en termes de couleurs. Et quel sentiment ça vous a donné de voir vos toiles exposées avec votre famille, votre entourage? C'était un sentiment de fierté, de satisfaction toute particulière, une satisfaction autre que les satisfactions que vous avez eues dans votre vie professionnelle jusqu'à présent, jusqu'alors? Je crois que c'était un moment vraiment hors du temps, en fait, où on se dit, tiens, la vie, c'est ça, c'est d'arriver à transmettre, à partager quelque chose d'unique, où on explore un talent et on n'est plus dans ce schéma de métro, boulot, dodo, où on va créer quelque chose qu'on partage. Et j'ai beaucoup reçu ce jour-là de voir, je m'étais pas trop posé de questions, j'avais avancé, et puis de voir qu'en fait,
ça avait abouti à quelque chose que je Et pouvais c'était partager. une C'est très satisfaction beau. professionnelle de notre ordre, en fait. Auparavant, dans les multinationales dans lesquelles vous avez évolué, la satisfaction professionnelle était de quel ordre? C'était oui, de l'excellence, c'était du travail d'équipe. Là, la peinture, on est tout seul avec sa toile, Mhm. mais en même temps, on pense aux gens à qui on va derrière la transmettre. Transmettre un message, transmettre Ouais, des choses. oui. Je pense qu'il y avait une dimension, voilà, plus euh, humaine, enfin, comment Mhm. dire? C'est pas spirituel, mais Ouais, c'est ouais. juste, c'est au-delà de Notre juste un ouais, chiffre. ouais, ouais. Voilà. Puis vous dévoilez une Mm. intimité, Oui, hein, c'est ça. oui, C'est oui. quand même différent. Et aujourd'hui, donc votre rapport avec Bucarest, comment a-t-il évolué? Et est-ce que vous avez l'intention avec votre famille de rester? Oui, on aime beaucoup Bucarest. C'est un endroit où on a pu faire énormément d'aventures comme ça, comme ce que je viens de vous raconter. Et j'en suis vraiment reconnaissante. C'est un beau terrain où on se construit, où on recrée en osant. Donc on est très heureux ici. Et maintenant, on a 3 enfants. Notre troisième est née ici. Elle a 4 ans. Mhm. Donc ils sont à l'école française, mais je pense qu'ils ont une partie d'eux qui est complètement roumaine aujourd'hui. Et on verra bien où ça nous mènera les prochaines aventures. Mhm. C'est ce que j'entends souvent chez les Français qui sont expatriés ou qui ont eu envie de Mhm. poursuivre leur aventure à Bucarest, c'est ce sentiment de liberté, de pouvoir Mhm. faire des choses, d'être au moins dans certains carcans. Ça revient tout le temps et c'est ce que vous ressentez toujours. Oui, oui, clairement, en Votre étant. mari également a le même sentiment d'être plus libre. Oui, oui, oui. On est en partant à l'étranger, je pense qu'on s'enlève en fait tous les modèles, bah, voilà, qu'on a reçus, notre héritage, hein, et en fait, on est libre à nouveau de créer son propre modèle. On prend beaucoup de recul sur aussi ce qui existe, puisque finalement, quand on est dans un travail, on se pose pas de questions. Le lendemain, on y retourne. Et puis une année a passé, 2 ans, 5 ans. Quand on arrive à l'étranger, qu'on déménage, là, il y a tout à refaire. Et puis, dans la vie d'expat, il y a une forme d'incertitude qui est toujours là, ou en tout cas des gens qui évolueront toujours autour de nous, qui partiront, qui resteront. Donc, il y aura en fait toujours une dynamique à recréer quelque chose qui est un peu forcé. Et ça a un côté peut-être fatigant. Et en même temps, moi, je trouve que c'est une vraie richesse. Parce que du coup, on stagne pas. Et tous les ans, on se dit, bon alors, là, de quoi j'ai besoin, qu'est-ce que je pourrais explorer, sur quoi je vais aller. Mhm. Et avec les enfants, est-ce que Bucarest est une ville facile? Je sais que certaines familles partent parce que ils trouvent que Bucarest n'est pas une ville qui est euh, enfin, positive, pas nécessairement pas très positive, mais qui est pas très confortable quand on a des enfants. Vous, qu'est-ce que vous en pensez? Alors moi, je trouve que c'est une ville très sécurisante. Mhm. Donc, mes enfants sont petits, hein. En arrivant ici, dans les parcs, j'étais inquiète dès que je ne les voyais pas. À Paris, d'où je venais, c'était impossible, inconcevable de lâcher un enfant d'un œil pendant 5 secondes. Ici, c'est pas le cas. Au contraire, les enfants sont un peu les rois et les gens ont une vraie bienveillance avec eux. Donc ça, c'est très rassurant en tant que parent à Bucarest. On me le dit souvent d'ailleurs, ceux qui ont des lycéens les laissent évoluer ou sortir sans devoir fliquer, sans devoir être derrière leur dos. Euh, En termes d'activité, on a trouvé des choses qui leur plaisent. C'est vrai que c'est une ville qui évolue. L'offre qu'il y avait il y a 6 ans n'est plus du tout la même qu'aujourd'hui. Ça va très vite, en fait, les choses se créent. Ici, on est quand même en plein boom et en plein développement. Donc, il y a moins d'offres peut-être de sport ou autre qu'en France, mais ça, c'est vrai aujourd'hui et l'an prochain, ce sera encore différent. Oui. Alors, maintenant, j'aimerais que vous nous parliez de votre nouvelle initiative, Mhm. donc qui n'a pas grand-chose à voir avec l'art, mais que j'ai trouvé tout à fait intéressante. Alors, on n'a pas l'habitude dans cette émission d'inviter des nouvelles entreprises ou des startups, mais là, je trouve que votre produit est tout à fait original et il a aussi une dimension
il a une dimension environnementale, il a une dimension sociale. Donc vous allez nous en parler un petit peu. Parlez-nous de Librea. D'accord. Alors Librea, je fais un petit disclaimer, c'est pas en lien avec ce que je faisais avant. Moi, je pense que c'est la conséquence de ce que je faisais avant. Après avoir eu une vie très business, d'excellence, après avoir exploré la sensibilité, le côté créatif, j'ai eu envie de combiner tout ça. Et l'entrepreneuriat, ça a été la possibilité en fait de combiner l'aspect utile, performance, et l'aspect on crée et on transmet. Et en plus, j'ai mes 3 enfants. Quand je vous parle, l'entrepreneuriat m'offre la liberté de continuer à m'occuper d'eux, ce qui est pour moi très important dans mon quotidien. Mmh. Donc Librea, je suis très sensible à la femme par mon propre vécu. Je trouve qu'il est très difficile pour les femmes aujourd'hui d'allier une mission qu'elles aiment et une famille, d'égalité homme-femme. Mais concrètement, c'est pas si facile à mettre en place. Donc j'ai toujours eu à souhait Que ce soit ici ou en d'améliorer. France, ouais, Oui. enfin partout. Ouais. Mmh. C'est le vrai défi de la femme d'aujourd'hui, je pense. Et donc j'avais à cœur de faire quelque chose pour les femmes, pour leur faciliter un petit peu leur vie. Je voulais pas faire de grand blabla, je voulais quelque chose de concret. Donc un produit, je viens du FMCG, on aime bien avoir un produit dans les mains, de la grande distribution. Oui, pardon, d'accord. Ouais. Et j'aime bien avoir un produit, quelque chose de concret, et à la fin de la journée, se dire qu'on a aidé. Et j'avais découvert un produit en France que j'aimais bien, qui était pour aider les femmes quand elles ont leurs règles, qui s'appelle la culotte menstruelle. C'est une culotte qui absorbe et retient le sang menstruel. Ça existe depuis combien de temps? Alors, c'est arrivé par les États-Unis il y a à peu près 7 ans. C'est récent. Oui. En France, Oui. c'est arrivé. Et en France, je dirais 3-4 ans. Oui, c'est très récent. Mais c'est en totale expansion, puisque il y avait très peu d'innovation dans ce domaine. Et c'est vrai que les femmes, si on y pense, en fait, la population concernée par cette problématique, c'est 25% de la population mondiale. Il s'avère que les femmes ont la règle pendant 7 ans, si on met à bout tous les jours de règles de leur vie. Et c'est généralement quelque chose qui est mal vécu. Personne n'aime les avoir, les hommes, les femmes. Et donc, il y a un manque cruel d'innovation sur ce sujet. Les produits qui existaient aujourd'hui sur le marché étaient, en plus, avec un impact environnemental assez négatif. Une femme, au cours de sa vie, va jeter 12 000 protections. Et si on fait les maths, chaque protection, c'est l'équivalent de 3 sacs plastiques. Donc, on essaye tous, on fait des composts. Et en termes de ces protections, donc les tampons, il n'y a pas eu de tampons écologiques mis en place ou pas vraiment? Alors, il y a fort heureusement, il y a des cotons de plus en plus écologiques, de plus en plus bio, mais il en reste que c'est quelque chose qu'on va porter 3 heures et le jeter. Donc, et on en est au nombre de 12 000 dans une vie. Et il reste encore le gros du marché quand même sur du plastique. Donc du coup, l'idée de ce produit innovant, la culotte, c'est une culotte qui va être tout en un, qui va être tout en tissu, donc que des matériaux naturels, qui va offrir une vraie barrière fiable. Cela fonctionne. Il va y avoir un aspect très confiance en soi, je pense. Aujourd'hui, les femmes ont peur de se tacher, de gêne. Ici, donc il n'y a plus besoin d'utiliser la protection précédente, d'accord. Exactement. Ça va remplacer complètement les tampons, les serviettes. On va porter juste une culotte. C'est un peu magique, ces jours-là. Et on va la garder la journée complète ou la nuit complète. Il va y avoir différents modèles, parce que tout de suite, les gens vont se poser des questions. Mais en fonction du flux, de chaque femme qui est unique, il va exister différents modèles pour pouvoir répondre aux besoins de chacun en termes d'absorption. C'est donc quelque chose qu'on va garder et surtout qu'on va réutiliser. Voilà. Donc on va la laver, on la réutilise, on la garde 3 à 5 ans. Il n'y a pas de limite à partir du moment où on peut garder là. C'est comme n'importe quelle culotte, vous la gardez. Voilà. Donc voilà, d'accord. On a ce souhait d'être très authentique dans ce qu'on fait, donc nous on va dire, je pense qu'au bout de 3 ans vous allez être content de changer votre lingerie, mais on peut la mettre vous pouvez la garder. Machine à laver? Oui, bien sûr. D'accord. Donc ça se lave, ça se passe en machine à laver et on évite juste le sèche-linge. Ouais. Ça va être une révolution pour les femmes et d'ailleurs on a très souvent des femmes qui nous le disent. On a beaucoup de mots d'amour et ça c'est assez encourageant. C'est une vraie révolution puisqu'en termes de confort, là où avant on avait une solution irritante,
compliqué, qui paraissait être une charge mentale en plus, désormais on a voilà une culotte un peu magique ce jour-là. C'est une expérience qui est complètement différente. Alors, j'ai une question qui me vient, j'espère qu'elle ne va pas être trop naïve ou ridicule, mais est-ce que cette culotte donc qui est révolutionnaire, est-ce qu'elle a aussi un impact sur la psychologie de la femme au moment de ses règles, qui, et vous allez me le confirmer, peut être irritée précisément parce que c'est pas une période très agréable, mais le fait que cette culotte, eh bien, vraiment lui facilite ce passage qui peut être douloureux. Est-ce que ça a une influence aussi sur son psychologique? Est-ce que il y a déjà des données qui disent que voilà, elles sont moins irritées, moins. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais. Est-ce qu'il Oui, y a ça? il y a clairement, c'est un vrai facteur de liberté Mhm. chez la femme. On nous le dit, les clients nous le disent souvent d'ailleurs. Faut savoir, aujourd'hui, il y a une étude il y a pas longtemps qui a été faite par Puma et Modibody, disant que une adolescente sur deux aujourd'hui, par exemple, arrête le sport ou ne pratique pas le sport à cause de l'angoisse de ne pas savoir quel produit utiliser ou de l'inconfort causé par ce produit. Voilà une statistique qui peut s'approcher. Avec le sport, pas de problème. Faire du sport, Oui, il n'y a si tant est que aucun voilà, problème. ces jours-là, on est peut-être plus bienveillant avec son corps, Oui. mais oui. Ouais. Oui. Et alors, quel est alors aujourd'hui, vous commencez Libera, vous êtes à quel stade du développement? Oui, donc on a créé Librea il y a 1 an. Il faut savoir en Roumanie, ce produit n'existait pas. La conscience écologique et du réutilisable est en train d'arriver et on a des signes extrêmement encourageants. Et je sais que j'ai une profonde confiance dans le fait que la Roumanie est en plus très rapide à adopter des nouveaux comportements. Je crois qu'on est au démarrage de l'histoire environnementale ici. Donc ces produits n'existaient pas. Du coup, avec mon associé Laurence Mondiaux, on a décidé de créer un produit ici qui soit aussi abordable. Donc fabriqué ici. Fabriqué ici, afin qu'il soit abordable et afin d'apporter une histoire 100%, une belle histoire en fait, où on promeut aussi ce que la Roumanie est capable de faire. La question qu'on a le plus souvent, c'est mais pourquoi une Française ici? Et moi, j'adore ce pays, montagne fabuleuse, des gens, une culture superbe. Et on s'est dit qu'en produisant ici, c'était aussi un moyen de dire que de mettre en avant ce qu'il était possible de faire et d'être en circuit court à côté de nos clients. Notre gros défi, c'est donc aujourd'hui on a lancé Librea, on a 1 an de clientèle avec des retours. Vous n'avez pas choisi pardon, excusez-moi, je vous coupe. Vous n'avez pas choisi la facilité parce que vous aurez pu reprendre la filiale, enfin la franchise plutôt, d'une marque déjà bien développée en France et puis faire le travail de distribution et puis point barre. Oui, oui. Alors on s'est posé au début, on s'est imaginé ça. Il y avait un problème de prix. En France, les culottes menstruelles sont plutôt étaient à ce moment-là à une 40aine d'euros la culotte. Ah oui. Nous, on a sorti un produit à une 20aine d'euros. Voilà, donc ça c'était un des premiers points. Ensuite, il y a, je vous ai parlé avant sur mon côté artiste de la créativité et puis de l'ingénieur en moi. Mon associée, il s'avère qu'elle a fait de la conception de produits aussi pendant des années. Donc on s'est dit avec ces compétences-là, on s'est senti capable de créer un produit. Et ça nous a fait, en fait, on avait envie de pouvoir aller voir nos clientes en leur disant, on sait que ça marche et on maîtrise toute la chaîne. On peut vous regarder dans les yeux. Et en fait, changer les habitudes, c'est quand même extrêmement difficile, surtout sur un sujet intime et vieux comme le monde. Donc, vous êtes capable d'expliquer et d'être 100% transparent sur ce que vous amenez, c'est bien plus facile d'accompagner les clients. Donc, le fait d'avoir complètement créé notre produit. Et ça y est, là, vous avez la chaîne de production. On a une chaîne de production qui est à Bucarest, qui est ici, qui est en partie à Bucarest, en partie à Pitești. D'accord. On a des très bons partenaires le produit. On a une couturière qui nous suit
depuis le début, avec qui on a fait 30 prototypes. On a des clientes qui nous aident. Enfin, on est toujours Vous avez combien d'ouvrières déjà? Enfin, d'ouvriers, je ne sais pas. Alors, on a une ouvrière qui travaille avec nous en continu sur la partie création. Et après, on a des ateliers. Des ateliers, oui. Qui regroupent et des ateliers qui fonctionnent exclusivement pour... Non, des ateliers qui font autre chose. Oui, bien évidemment. Vous faites des commandes, en fait, vous lancez des commandes. Oui, et puis on a eu une démarche MVP de se dire on co-crée le produit avec nos clients. Donc une démarche, pardon? De MVP, excusez-moi, c'est le Minimum Viable Product. Ah, d'accord. De dire on va construire quelque chose avec peu de stock. Au début, on est parti, on avait peut-être 10 culottes. On a fait tester. Et en fait, à chaque fois, on a amélioré notre produit en continu pour arriver à ce qui est aujourd'hui et qui est en termes de performance, on en est très fiers. Et vous avez un site déjà, un site commerçant qui est très bien fait, enfin, de ce que j'ai vu, et où on peut commander en ligne. Voilà, ça a été notre façon de démarrer, ça a été un e-shop, un site en ligne. Ensuite, on a on a été parler avec des influenceuses qui étaient sensibles à l'environnement, au bien-être de la femme. Beaucoup de gens ont influenceuse roumaine. Oui. D'accord. On a toujours ciblé le marché roumain. On s'est dit que voilà, ça existait déjà dans d'autres pays et nous, ce qu'on souhaitait, c'était faire une histoire ici, faire découvrir et on a un vrai travail de créer le marché. On est la première marque de culottes menstruelles ici en Roumanie qui fait découvrir ce que c'est, qui explique. Donc, on avait eu la chance de faire un événement, par exemple chez Carrefour il y a 2 mois. C'était très intéressant de voir que les gens passent devant. Et vous êtes dans les grandes distributeurs aussi, chez les grandes chaînes on peut les trouver chez Carrefour pour le moment sous forme d'événements, voilà, d'événements, voilà. Et il y a un énorme travail d'éducation de faire grandir ce marché pour qu'après ça, il soit de façon pérenne dans la grande distribution. Si je suis une femme en France, je peux commander mes culottes ici, enfin, je veux dire, à travers votre... et vous êtes moins cher, donc vous risquez j'espère pour vous, que le marché aussi européen de l'Ouest va s'ouvrir. Parce que si vous avez vraiment un avantage comparatif en termes de prix qui est assez important. Oui, je pense qu'on a un bon rapport qualité-prix et avec une production qui est en Europe. En France, aujourd'hui, le marché a aussi évolué. Donc, ils n'en sont plus au même stade de création comme on l'est encore en Roumanie. Maintenant, c'est un produit qu'on trouve en grande distribution en France. Et voilà, maintenant, des grands géants de la distribution aussi. Donc, certainement aussi les prix ont diminué. Sont rediminués, mais sur du made in Europe, je pense qu'on est vous restez, d'accord. Et quand vous, en tant qu'entrepreneuse, comment vous, dans les 5 ans à venir, parce que je suppose que votre parcours dans les grandes multinationales et votre toujours culture de l'agenda, je dirais, est toujours bien en vous. Donc, je suppose que vous savez déjà, dans 2 ans, vous avez déjà un business plan établi. Qu'est-ce que vous aimeriez faire avec Librea? J'ai toujours à notre mission. Notre mission, c'est concrètement d'aider les femmes à leur rendre la vie plus douce. Donc, on souhaite continuer à toucher encore bien plus de femmes qu'on a aujourd'hui. Et pour ça, grandir. Vous sentez les Roumaines réceptives? En quoi les Roumaines ont-elles été réceptives et moins réceptives que les Françaises pour ce genre de produit? Il y a une difficulté marketing, je dirais, peut-être. Parce qu'il y a une culture différente? On en est, j'imagine qu'il y a eu les mêmes freins en France au démarrage. Encore une fois, changer une habitude, c'est difficile. Donc, il y a beaucoup de rassurer. Ici, peut-être un aspect qui va être un peu différent de la France, ça va être les femmes aiment bien sont très belles, aiment beaucoup se mettre en valeur. Donc, la partie invisibilité va être importante. Voilà, ça c'est peut-être un aspect qui était moins prédominant en France. Après ça, j'ai trouvé que le produit est vraiment bien reçu en fait. On fonctionne par du bouche à oreille. On a grandi doucement à notre rythme. Ce qui a été incroyable en fait, c'est qu'on avait une commande dans une ville et puis après ça, on en avait plein. Donc c'est un produit qui est il faut lui donner le temps. Les femmes se parlent entre elles. Et elles découvrent qu'il y a cette nouvelle alternative qui existe, elles le testent.
le taux de conversion est énorme, elles reviennent ensuite. Mhm. Ça leur change leur façon de percevoir quelque chose qui a toujours été un acquis désagréable, qui finalement devient une opportunité d'être c'est bien. Mhm. Et alors, Anouk Rago, une dernière question. Et la peinture dans tout ça? Alors, la peinture, je vais y revenir. La façon dont je l'aperçois, c'est que c'est j'avance dans ma vie, je grandis et mûris, et après ça, je prends le temps et le plaisir de le mettre en peinture. Aujourd'hui, j'écris une phase de vie qui est Donc la passionnante. peinture est en pause pour Et l'instant. aujourd'hui, la peinture est Elle en ne peut pause. être qu'en pause de toute façon. Ouais. Aujourd'hui, j'écris une nouvelle phase de vie qui va nourrir en fait, et mon rêve est de refaire une exposition un jour. J'avais fait, voilà, après la première exposition dont je vous avais parlé, j'avais eu la chance de faire une deuxième exposition où j'avais eu une nouvelle phase de vie, j'avais eu mon troisième bébé, j'étais très épanouie et c'était un autre thème d'exposition. Je pense que les artistes et les peintures et les expositions qu'on fait correspondent à qui on est à ce moment-là, à un message qu'on a besoin de transmettre. Donc je ne doute pas qu'il y aura une prochaine exposition un jour qui retranscrira toute cette aventure humaine avec Librea et la liberté, le fait d'apporter quelque chose de en plus sain et plus écologique. La dimension de comment on prend soin de notre planète est quelque chose qui me tient énormément à cœur. Voilà. Donc ça va être un beau thème d'exposition. Très bien. Ben, merci beaucoup, Anouk Rago, pour avoir été avec nous ce soir. Merci à vous. Chers auditeurs, je vous dis à la semaine prochaine, même endroit, même heure, le micro du soir, 19h15, vendredi. Cet entretien, vous pouvez le retrouver sur la page Facebook de RFI et sur le site rfi.ro. Je vous remercie. Week-end Blackout.